Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici votre animateur Simon Lessard, en compagnie de mes trois chroniqueurs et journalistes du Chroniqueuses, magazine. là, on est presque en majorité. On est égal. C'est vrai. Bonjour Laurence Godin-Tremblay. Salut Simon. Ça va bien? Oui, toi? Content de te retrouver à l'émission. Moi aussi. Et pour la première fois à l'émission, Anne-Marie Rodrigue, bonjour. Salut Simon. Bon, alors pas trop stressé. Est-ce que tu as le tract? Ça va, ça va. Ça va bien aller, comme on Ouais. disait pendant la pandémie. Oh. Et James Langlois, Salut Simon. toujours en forme. Toujours. Bon, merci à vous trois d'être avec nous pour cette émission, pour commenter l'actualité de la semaine ensemble. Justement, durant la prochaine demi-heure, nous discuterons d'un guide du ministère de l'Éducation sur la diversité sexuelle et de genre. Peut-on légalement cacher à des parents un changement de nom de leur enfant? Nous reviendrons aussi sur une nouvelle approche collaborative au Québec dans la lutte contre la violence envers les femmes, comment mieux répondre à la violence conjugale. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec le film le plus attendu de l'année et que James Langlois a vu pour nous. James Langlois, le film très attendu Dune 2 du réalisateur québécois Denis Villeneuve, fondé sur le roman de science-fiction de Frank Hébert, est sorti en salle jeudi dernier. James, on est allé voir le film ensemble. Oui. Je pense qu'après avoir vu le film, les deux, on a eu une discussion sur la place du religieux dans ce film-là. C'est quand même assez central. Ben oui, contrairement au premier film où il y avait plus la question du colonialisme, des questions politiques, même un peu écologiques aussi dans le premier film. Là, c'est vraiment, je dirais, le thème du sacré, le thème du rôle de la foi, de la religion dans l'univers de Dune qui est mis de l'avant. En fait, je dirais que c'est très central dans le film. En fait. Le personnage principal là, s'appelle Paul Atréide. On peut même penser que c'est une référence à l'apôtre Saint-Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, il y a quelque chose d'amusant là-dedans parce que le personnage de Paul Atréide, justement, est appelé à devenir le Messie. Là, on le sait parce que le troisième film, le troisième tome de Dune s'appelle le Messie. Donc, il y a quelque chose d'une figure messianique dans le personnage de Paul, mais en même temps, il n'est pas tout à fait christique, Paul, parce qu'il n'est pas... il donne pas sa vie d'une manière... je dirais, il va pas sauver nécessairement les gens. Je veux pas divulgacher quoi que ce soit non plus, mais vous allez voir que c'est un peu inattendu. Donc, on prétend pas qu'il serait divin nécessairement non plus. Non plus, mais il y a plus la figure justement de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vers les gentils un peu. C'est lui qui va vers une autre culture que la sienne, en l'occurrence celle des Fremen, et qui apprend à développer leur mode de vie, apprend leur culture. Il veut se faire un avec eux pour les emmener ailleurs, pour les aider finalement, mais c'est que ça l'aide lui aussi dans sa quête. Là. Saint Paul était un mystique. On dirait que Paul Atréide aussi, à sa manière, un peu mystique, non? Oui, mystique, il faut l'entendre de plusieurs manières. Évidemment, dans la tradition chrétienne, la mystique réfère aux dons surnaturels qu'on reçoit de Dieu qui sont déployés. Ce n'est pas nécessairement des phénomènes extraordinaires. Dans le cas de Paul ici, oui, il y a des phénomènes extraordinaires de vision, de rêve, qui sont en lien aussi avec l'effet de l'épice sur la planète, l'effet d'épice qu'a sur les personnes. Mais effectivement, Paul aussi est appelé parce que sa mère est une Bene Gesserit. Donc, les Bene Gesserit sont je dirais, une espèce d'ordre de femmes soi-disant mystiques, là, mais en fait, elle représente une communauté de personnes qui cherchent beaucoup à utiliser leur pouvoir pour contrôler les événements politiques du monde, alors que Paul est un héritier de ça. Paul est appelé aussi, il est comme à la mi-chemin en deux prophéties, parce que les gens de la planète des Fremen pensent qu'il va devenir le Lisan al-Gaïb, qui va devenir le sauveur tant attendu par leur prophétie. Une sorte de messie, dans le fond. Oui, tout à fait. Puis d'un autre côté, sa mère pense qu'il est le Kwisatz Haderach, donc cette espèce de surhomme que justement les Bene Gesserit ont programmé génétiquement depuis tant d'années et qui va dépasser en science toutes ces sœurs-là, finalement, qui ont déjà des dons en quelque sorte mystiques. Tu disais, James, que c'est un film qui parle beaucoup du religieux et du sacré. Dirais-tu que ça présente de manière positive ou négative le religieux? Ça, c'est très ambigu parce que déjà, je vous ai parlé des Bene Gesserit. Je dirais qu'il y a comme trois côtés dans le film. Il y a le côté Bene Gesserit on se rend compte finalement que les Bene Gesserit ne sont pas vraiment des personnes de foi. Ils sont plus dans le contrôle, ils sont plus dans la politique. Donc, ils utilisent un peu
le côté mystique à leur fin propre. On pourrait dire que ça ressemble plus à des Illuminati. Là. Des gnostiques, peut-être. Oui, des gnostiques. Ils ne parlent pas vraiment de Dieu. D'un autre côté, il y a tous les Fremen qui sont dans leur religion et qui même sont représentés dans le film comme des fondamentalistes, en fait, là, plus souvent qu'autrement. Fanatiques, des fanatiques même. qui... tous les signes qui confirment un peu leur prophétie, ils vont tout de suite les voir. Plutôt, c'est qu'il y a une division. Il y a comme deux groupes. Il y en a qui sont plus crédules, d'autres un peu moins. Exactement. Puis je pense que les fanatiques sont plus représentés péjorativement. Alors, puis il y a comme justement Paul qui est entre les deux parce que lui, il est né du côté Bene Gesserit, il est né du côté des fanatiques, mais évidemment, il voit qu'il y a des dons mystiques. Il voit que la foi aussi est nécessaire pour ce peuple-là, comme sa mère le dit aussi, parce que sur la planète, on ne peut pas... Arrakis, là, au sud, c'est très chaud, puis même sa mère dit une fois, on ne peut pas survivre sans la foi dans ces contrées-là, comme quoi la foi est vraiment une aide dans les situations de vie très difficiles, là. Puis pour justement générer une unité, des attentes dans un peuple. Est-ce que tu dirais que le film opère une certaine distinction qu'on entend souvent de nos jours entre le religieux, une institution religieuse et la vie spirituelle? Ben oui, justement, parce que il y a comme toutes ces institutions religieuses qui sont représentées dans le film, entre autres par les Bene Gesserit, comme je l'ai dit, d'une manière péjorative, mais aussi du côté fanatique. Donc, c'est comme si le religieux institutionnalisé n'était pas vraiment bien représenté. C'était surtout utilisé pour du contrôle de masse, alors qu'il y a comme le côté spirituel qui est très représenté dans Dune. Hein. Le film regorge de symbolique chrétienne, pas seulement, mais surtout de symbolique chrétienne. Évidemment, tout le film se passe dans le désert. On sait le rôle du désert dans la tradition chrétienne. C'est le lieu du silence, c'est le lieu de l'intériorité, du combat spirituel. Ça en fait un très bon film pour le temps du carême, qui est souvent associé à la thématique du désert. C'était voulu que ça sorte pendant le temps du carême. Je sais pas. En tout cas, voulu par Dieu, ça, c'est certain. Je sais pas. Puis aussi, bon... le peuple Fremen vénère un dieu. C'est le seul dieu dont on entend parler dans le film. C'est le fameux ver des sables, là, le Shai-Hulud. C'est lui qui mais c'est une créature plus qu'un dieu. C'est une créature, mais évidemment, il y a une forme de paganisme ou je dirais de religion naturelle dans le fait que ce peuple-là vénère un être qui est créé finalement, qui n'est pas incréé, qui n'est pas invisible non plus, mais c'est un être qui va imposer une espèce de côté sacré chez ce peuple-là qui va inciter à la vénération et c'est lui il est tellement grand, il est tellement imposant, puis c'est lui-même qui va, dans le Dune 1, on le voit, qui va générer aussi chez Paul une espèce d'admiration, une espèce de crainte aussi, parce que dans le désert, c'est lui qui est un ennemi. Soit tu marches avec lui, soit tu apprends à marcher avec lui, soit tu meurs. Moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est l'idée qu'on peut certes critiquer une religion instrumentalisée par des gens de la politique, mais d'un autre côté, sans un rapport au sacré, particulièrement un rapport sacré à la nature, l'homme est voué à sa perte. C'est une chose que j'ai retenue, en tout cas, de ces films. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, Denis Villeneuve, qui a écrit une préface dans les nouvelles éditions du livre de Frank Herbert, là, il spécifie ça, que lui, c'est ça qui l'a touché fondamentalement dans l'œuvre de Dune, c'est que dans une société aujourd'hui où on a perdu, qui est complètement désenchanté, on a perdu le sens merveilleux ou le sens même, on pourrait dire, sacré du monde, bien, c'est là où il voit que lui, la solution, surtout par rapport à notre problème écologique, c'est de retrouver ce réenchantement du monde à travers un sens du sacré, finalement. Mais toujours dans un rapport ajusté à la religion. Ouais. Intéressant. Donc, James, on peut voir le film Dune là, qui est à l'affiche de cette fin de semaine. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Oui. Anne-Marie Rodrigue, le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales est parti en grande tournée au Québec dernièrement pour en finir avec la culture du cloisonnement en réunissant autour d'une même table divers intervenants du milieu. Ouais. Anne-Marie, j'ai vu que cette nouvelle-là a attiré ton attention. Selon toi, c'est une avancée importante pour la défense des femmes. Oui, parce que quand une femme est victime de violences conjugales, évidemment, il y a d'abord aux premières lignes les intervenantes en milieu d'hébergement qui interviennent auprès d'elles, qui vont les accompagner. Sauf qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont être sur ce dossier-là aussi, comme les policiers, les enquêteurs, parfois les procureurs de la couronne, quand ça va jusqu'en justice. Puis,
plutôt que toutes ces personnes-là travaillent séparément puis aient un peu l'impression de pédaler dans le silo. beurre, en silo, justement, qu'elles fassent converger leurs forces pour le plus grand bien des femmes, ben, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, Puis- eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni tous ces intervenants-là Ouais. dans des congrès ou des réunions autour d'une même table Ouais. pour qu'ils se parlent puis qu'ils échangent sur comment mieux contrer la violence conjugale, si je comprends bien. C'est ça. Puis c'est pas juste des congrès c'est un peu théorique qui se passent une fois par mois. Puis il y a vraiment des retombées concrètes sur le terrain. Je parlais avec une intervenante dans un milieu d'hébergement, justement, puis elle me disait qu'il y a vraiment un avant-après cette initiative-là. Là. As-tu un ou deux exemples à nous donner? Oui, dans le fond, ils ont mis en place un protocole entre les maisons d'hébergement puis les policiers. Donc, les policiers qui se rendent dans un foyer, dans une maison où il vient d'avoir un signalement, par exemple, que ce soit de la part d'un voisin qui a entendu des cris ou de la femme elle-même, ils vont proposer les ressources d'hébergement les plus proches de chez elle. Puis, si la femme dit « oui, OK, j'en ai besoin », le policier va communiquer avec la maison d'hébergement qui, eux, vont faire le suivi avec la femme, lui offrir des ressources. Oui, vous pouvez apporter vos enfants, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, etc. Donc, vraiment, ça vient comme briser aussi le cloisonnement dans lequel la femme avait été enfermée, là. En Ouais. lisant sur le sujet, Anne-Marie, j'ai vu qu'ils évoquaient le concept de contrôle coercitif. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Bien, moi aussi, là, ça m'a vraiment ouvert les yeux, en fait, parce que souvent, on peut associer la violence conjugale à des voies de fait ou des choses qui laissent des traces visibles, là, un œil au beurre noir, des bleus, etc. Mais la violence laisse pas toujours ces traces-là, mais elle est là quand même. Puis, la notion de contrôle coercitif, ça vient justement exprimer l'ensemble des moyens qui sont pris pour exercer un contrôle total là, sur une personne. Genre, tu sortiras pas de la maison. Exactement, c'est ça. Puis ça peut être de l'intimidation, ça peut être couper la personne de son réseau, donc l'isoler, puis faire en sorte qu'elle devienne dépendante du conjoint qui est violent. Puis, tu sais, on entend ça, puis on se dit, ben oui, mais là, il y a un peu une sonnette d'alarme, là, me semble, là, quand quelqu'un essaie de te couper de ton réseau, puis tout ça, mais c'est que c'est fait de façon extrêmement progressive. L'intervenante me disait, les conjoints violents sont patients. Ils font preuve de patience, puis justement, c'est un contrôle qui s'établit dans le temps. Puis, quand on débute une relation, les femmes qui débutent une relation ont toutes des limites qu'elles ne souhaitent pas dépasser. Par exemple, moi, je ne me ferai pas crier dessus, je ne me ferai pas insulter, etc. Puis, la force de la violence coercitive, c'est d'outrepasser petit à petit ces limites-là jusqu'à temps que les limites s'effacent complètement. Puis quand les limites avec lesquelles tu te définis s'effacent, c'est carrément ton identité que tu perds. Puis c'est pour ça qu'on entend dans les témoignages de ces femmes-là souvent je sais pas comment je me suis rendue là, mais je sais plus qui je suis, je sais plus qu'est-ce que j'aime, je sais pas quoi faire dans la vie. Puis parfois, c'est des femmes, justement, des femmes qui avaient des grandes carrières, qui connaissaient de proche, justement, les mécanismes de la violence, mais quand même, ça a pris place dans leur foyer. Puis ce que ça change de connaître mieux ces différents visages-là de la violence, c'est que, justement, les intervenantes, en discutant avec les policiers, en accompagnant les femmes qui portent plainte, puis en montrant vraiment l'étendue de la souffrance, ça influe sur la manière dont le policier va remplir son dossier, son rapport. Puis ça va permettre au procureur de la Couronne d'obtenir des interdictions de contact ou des accusations, par exemple. Donc, ça va vraiment servir la justice puis obtenir plus de sécurité pour la femme. Je t'écoute, Anne-Marie, puis cette approche de rassembler des gens autour d'une même table, les amener à se parler, chacun en respectant leur rôle, ça me fait penser à l'approche synodale que met beaucoup de l'avant ces temps-ci l'Église catholique. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as fait ce même rapprochement-là. Oui, bien, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Puis je pense que le fait de chercher à impliquer toutes les parties plutôt que de travailler chacun de façon isolée, ça permet de voir, OK, bien, tel a telle force, mais aussi telle limite. Donc, là où arrête le travail de l'un peut commencer celui de l'autre. Mais je trouve que dans les services sociaux au Québec, il y a eu dans les dernières années, avec les réformes de santé, une plus grande interrelation entre les différents acteurs du milieu. D'ailleurs, tous les services sociaux maintenant sont intégrés au ministère de la Santé, ce qui fait que tous les différents acteurs qui œuvrent autant au niveau de la santé physique que de la santé humaine, ben voilà, ils peuvent collaborer ensemble, travailler ensemble. On Ouais, dit plus de souvent que communication. quand il y a des conflits dans un couple, ça commence par des problèmes de communication. Mais on Ouais. pourrait l'appliquer peut-être à d'autres enjeux sociaux. Quand il y a des Ouais. problèmes dans la société, souvent, le premier problème,
c'est que tous ceux qui pourtant travaillent pour le bien, une bonne cause, manquent de compréhension et de communication. C'est ça. Puis selon les fonctions de chaque intervenant, ben, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Puis justement, ça arrivait souvent que les intervenantes avaient des frustrations. Mais pourquoi que le policier n'intervient pas, par exemple? Mais quand il n'y a pas de signe, quand la violence n'est pas reconnue comme telle, mais ils ne peuvent rien faire. Il est limité par la loi, le policier. Exactement. As-tu l'impression que cette approche-là pourrait servir d'autres causes, d'autres enjeux sociaux que la violence faite aux femmes? Je ne sais pas, moi, je pense à l'itinérance, la toxicomanie, la délinquance juvénile. C'est certain parce que j'ai quelques amis qui sont travailleurs de rue, puis souvent, ils se heurtaient au fait que leur travail était peu connu, leur spécificité était mal comprise. Puis justement, si on intervient, si un policier intervient auprès d'un itinérant, par exemple, ben, c'est pas juste d'intervenir, mais c'est aussi de référer aux bonnes ressources pour qu'il y ait un suivi, pour que cette personne-là ait une chance d'aller mieux, de s'en sortir, peu importe quelle est sa problématique, là. Anne-Marie Rodrigue, journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci, Simon. Laurence Godin-Tremblay, on apprenait cette semaine qu'une enseignante au secondaire poursuit présentement le ministère de l'Éducation du Québec parce qu'elle a été menacée de renvoi pour avoir voulu informer les parents du changement de pronom de leur enfant de 14 ans. La plaignante soutient que le guide du ministère de l'Éducation sur la diversité sexuelle et de genre à l'origine de la politique de son école est abusif et illégal. D'abord, Laurence, je me demandais pourquoi l'école, elle, prétend qu'il est illégal pour un enseignant d'informer les parents d'un changement de pronom, peut-être même de nom de leur enfant de 14 ans sans son consentement. C'est ça. Dans le fond, cette enseignante-là, elle avait été menacée de renvoi. Dans l'idée, l'école l'avait écrit clairement, lui avait dit, parce qu'elle ne voulait pas cacher cette information-là aux parents. Donc, c'était une jeune fille qui avait décidé que son nouveau pronom, ce serait « il ». Elle ne voulait pas le cacher aux parents. L'école lui a dit « Si tu divulgues l'information, on va être obligé de te renvoyer parce que tu vas commettre un acte illégal ». Et c'est pourquoi l'école pensait ça, c'est qu'elle se fie à un guide du gouvernement qui s'appelle « Pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de genre ». On mettra le guide en lien, en commentaire de cette émission sur nos pages Facebook et YouTube. C'est ça, pour qu'on puisse tout le monde le lire et se faire une tête. Mais dans le fond, le guide le dit d'emblée. Le but, c'est de mettre les assises légales pour donner des directions aux écoles. Donc, le guide va citer des articles de loi, la Charte québécoise des droits, des choses comme ça, pour conclure à l'idée qu'un enseignant ne peut pas... a un devoir de confidentialité si l'enfant de 14 ans ou plus le demande. OK, donc moi, j'ai un fils, il a 14 ans, il s'appelle Martin. Il décide au mois d'octobre qu'il veut être appelé dorénavant Martine. Et ça avec le pronom « elle ». Elle, ça peut faire des mois que ça se passe à l'école et moi, comme parent, j'en ai aucune idée. Exactement, parce que, bon, pourquoi c'est parti de ça, le guide? C'est qu'il va citer 2 articles, surtout, là, qu'on trouve dans le Code civil du Québec. Le premier qui dit qu'à 14 ans... et plus, un enfant peut faire une demande de changement de mention de sexe, là, pas nécessairement des opérations, ici on parle pas de ça, mais juste la mention de son sexe sur ses cartes d'identité, etc. Il peut le faire sans le consentement de ses parents, puis sans qu'il y ait un avis rendu public, là, sans que ça soit public. Bon, ça, et de ça se conclut qu'il peut aussi changer de prénom et de pronom en lien avec son changement d'identité de genre, sans le consentement, sans avis public. Et avant 14 ans? Et avant 14 ans, c'est pas possible. Avant 14 ans, il faut l'accord du tuteur, là, des parents, puis etc. Et pourquoi 14 ans? Pourquoi 14 ans? C'est une bonne question. Ben, c'est parce que, au fond, l'analogie qui est faite, c'est qu'on considère que c'est un soin. C'est un peu semblable aux soins médicaux, là. Bon, c'est à savoir si ça fonctionne, si c'est valide, là, je ne crois pas, mais l'idée derrière, en tout cas, c'est de dire que c'est un soin de santé, puis qu'un peu de la même façon qu'un enfant de 14 ans et plus peut consentir ou non à des soins de santé, puis qu'il y a de la confidentialité avec le médecin. C'est comme si on dit, ben ça va être de même aussi pour la mention de sexe et le changement de prénom, qui est une conséquence du changement de... Mais pourtant, comme l'avortement, il a besoin de l'autorisation de son tuteur légal ou de ses parents. Pas à 14 ans, pas à 14 ans ou plus, non. Non, c'est ça, pas à partir de 14 ans. Laurent, je me demandais, elle, l'enseignante, prétend, c'est intéressant, l'inverse. Elle dit que c'est l'école qui a une position illégale, qu'en l'obligeant au secret, voire presque au mensonge envers les parents,
on l'oblige à trahir la loi. Donc, comment expliquer là, son point de vue à elle et à son avocat? Ben, il y a comme 3 arguments qu'elle et son avocat font. D'abord, c'est que la déduction n'est pas claire. C'est pas parce que, bon, du point de vue légal, c'est possible pour un enfant de 14 ans de changer sa mention de sexe et son prénom, que c'est la même chose qui se produit à l'école. Parce que là, ça serait l'idée à l'école, j'aurais pas besoin même d'acte légal. Là, je ferais juste dire tout d'un coup, moi, j'ai envie que ce soit il, puis j'ai envie qu'on m'appelle Laurent. Et ça se ferait automatiquement. Et l'enseignant aurait ce devoir-là de confidentialité. C'est comme si le guide prétend que ça se déduit du Code civil. Mais c'est pas clair que ça se déduit de un. De deux, l'avocat va défendre que ça contredit 2 droits fondamentaux. Là. Le premier, le droit des parents à éduquer leur enfant, parce que, je veux dire, d'être gardé dans l'ignorance comme ça, ben, c'est pas une façon pour le parent d'accompagner son enfant, pour le bien de l'enfant, là, c'est ça qui est défendu aussi, là, c'est pour le parent est souvent celui qui connaît le mieux l'enfant, qui connaît ses problèmes, ses difficultés psychologiques, etc. C'est aussi une façon d'empêcher le parent de connaître ce qui se passe à l'école, de bien choisir l'école, parce que c'est un droit pour un parent de choisir l'école à laquelle il veut envoyer son enfant. Mais si l'école travaille dans le secret, comment on peut choisir comme il faut l'école? Donc ça, c'est le premier droit qui serait bafoué. Le deuxième, c'est la liberté de conscience, parce que l'enseignante, c'est ce qu'elle dit, ben, j'ai été brimée dans ma pensée, dans ma conscience, parce que pour moi, ça revient un peu au premier point que j'ai dit, mais pour moi, il y a une collaboration nécessaire entre les parents et l'école, pour le bien encore de l'enfant. Donc, si on m'oblige à tenir le secret, on contredit en quelque sorte la vision de l'éducation que j'ai toujours eue. Et elle s'est sentie aussi contrainte de mentir. Là, c'est un peu étrange comme situation, effectivement, si on regarde le mensonge comme tel, mais c'est qu'on lui demandait de parler aux parents avec l'ancien pronom de l'étudiante, ce qui est comme une forme de mensonge, parce qu'à l'école, c'est complètement autre chose. On se demande comment contrôler ça sur les réseaux sociaux. Il me semble que les parents vont l'apprendre tôt ou tard de toute façon. C'est une situation vraiment étrange, parce que c'est ça, c'est comme si, non, quand on y pense, l'enseignant serait tenu à confidentialité, puis on ne sait pas d'où ce devoir-là lui tombe dessus. Mais tous les étudiants de l'école secondaire aussi. Les étudiants aussi, en tout cas 14 ans et plus. Et le monde entier sur Internet. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un cas étrange. C'est vraiment outrageux, je trouve, parce que c'est une atteinte à l'autorité parentale. Normalement, que tu délègues à une institution dans le cas de l'éducation, et là, les parents sont privés de certaines informations. Puis dans ce cas-ci, il faut noter d'office, parce qu'en fait, on pourrait imaginer des exceptions, là, des parents violents ou des choses comme ça qui pourraient mal réagir, mais ce seraient des exceptions. Là, c'est comme si d'office... C'est l'enfant de 14 ans qui non seulement s'auto-identifie comme il veut, parce que ça, c'est le principe du guide, non seulement s'auto-identifie comme il veut, mais décide aussi si on le dit ou non aux parents, en disant, en fait, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il considère comme des dommages, ce qui peut être juste une discussion déplaisante avec ses parents, là. Qu'est-ce que lui considère qui peut être formatrice dans la vie aussi. Exactement. Je veux dire, parce que là, dans l'idée, c'est vrai, c'est l'adolescent qui décide. C'est comme si on n'a aucun signe d'abus des parents, on n'a aucun signe que les parents seraient rébarbatifs. C'est vraiment comme si l'ado dit « Moi, j'ai pas envie qu'on en parle, fait que ça s'arrête là. » Alors là, je t'écoute, Laurent, j'ai l'impression qu'il y a un flou juridique, donc le procès va servir à clarifier, j'imagine, du point de vue de la loi québécoise, qu'est-ce qu'il faut faire, mais du point de vue du bien de l'enfant, qu'est-ce que toi, tu aurais comme conclusion à amener sur cet enjeu-là? Je pense que les gens le voient assez spontanément, mais du point de vue du bien de l'enfant, c'est clair qu'on veut favoriser une collaboration entre parents et école parce que, encore une fois, c'est le parent qui connaît le mieux son enfant, qui a un droit d'éducation sur lui. Puis c'est la meilleure façon d'éduquer et d'accompagner cet enfant-là en questionnement. Puis c'est des gros questionnements. Hein. On dit, par exemple, que c'est surtout les filles, les adolescentes qui font ces demandes de changement-là. Ben c'est pas pour rien, parce que pour une fille, c'est dur la puberté, il y a toutes sortes de changements. Donc, pour le bien de l'enfant, c'est clair que... C'est dur pour des gars aussi, Laurence. Oui, j'imagine, Simon. Surtout pour... Ça a peut-être été ton cas. Mais, bref, c'est sûr que pour le bien de l'enfant, c'est ce qui va être préférable, cet accompagnement-là. Donc, c'est ce que j'espère. J'espère que la décision va trancher en faveur de la prof, aussi pour la liberté de conscience de nos enseignants, parce que c'est vrai que c'est une situation assez absurde et étrange de penser qu'on enseigne, qu'on doit tout dire aux parents. Là, bon, votre enfant, il mange de la gomme en classe, c'est déplaisant, il a raté son test de français. On est tenu de tout dire, mais que là, tout d'un coup, il faudrait jouer le jeu, une pièce de théâtre. Oui, inquiétez-vous pas, Martin est bien Martin, il n'est pas Martine. Donc, j'espère pour l'enseignante et pour l'enfant que c'est eux qui vont gagner le procès. Maintenant, malheureusement, là, avec ce que j'ai regardé dans le Code civil du Québec, c'est pas clair où ça va trancher. Il va vraiment y avoir une balance et la loi va
être obligé de se préciser. Ça amène sur ce tellement de sujet-là. suspicion dans une société. Exactement, c'est vraiment... parce que encore une fois, tu pourrais être un très bon parent, puis ton ado veut juste pas t'en parler, puis ça va être caché, là. Fait que ça devient... On peut devenir paranoïaque comme parent. Pas prendre a priori le parent comme l'ennemi de son enfant, si je vous comprends bien. C'est ça, mais c'est souvent comme ça que fonctionne notre société, malheureusement, c'est que pour éviter un dommage possible, on préfère se priver de grand bien. Se priver d'un grand bien, puis c'est le cas ici, c'est un exemple. Très intéressant, Laurence Gonnet-Tremblay, tu es chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci, Simon. C'est l'heure de nos recommandations culturelles. Anne-Marie, tu as lu un livre fort intéressant sur des enjeux éthiques et économiques liés à l'intelligence artificielle récemment. Oui, ça s'appelle Le capital algorithmique. Ça a été écrit par Jonathan Martineau et Jonathan Durand-Folco. Deux Jonathan. C'est deux Jonathan. Okay. C'est deux professeurs d'université québécois qui lèvent le voile, en fait, sur toute l'industrie, tout le monde qui permet à l'intelligence artificielle d'exister. Puis c'est pas rose, là. Ça prend énormément d'exploitation de ressources naturelles, mais d'exploitation humaine carrément aussi dans les mines de métaux rares. Là, on découvre qu'il y a beaucoup d'exploitation, de jeunes qui sont encore des enfants, des adolescents. Comme la technologie en général aussi. Comme la technologie en général, exactement. Mais en fait, ce qu'eux viennent montrer, c'est que souvent, on a une réflexion un peu il faut encadrer l'intelligence artificielle, il faut qu'on vienne apporter des balises éthiques parce que ça peut vraiment servir le bien. Oui, c'est ça, mais ça pourrait servir au plus grand bien de nos sociétés. Sauf qu'ils montrent justement que l'industrie qui permet puis qui pousse le développement de l'intelligence artificielle, c'est une industrie qui cherche, c'est une industrie capitaliste, au fond, qui cherche avant tout les profits, à gagner des nouvelles parts de marché. Donc, c'est déjà teinté d'une certaine fin qui n'est pas le bien commun nécessairement. On va aller lire ça. Merci Anne-Marie. Donc, ça s'appelle « Le capital algorithmique » par Jonathan Martineau et Jonathan Durand-Folco aux éditions Éco-Société. Comme toujours, vous le retrouverez en lien sous la page Facebook et YouTube du Verbe Média. James, je termine avec toi. L'auteur, compositeur, interprète québécois Elliott Maginot fait la couverture du magazine Le Verbe ce mois-ci. De quoi est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de toutes ses réflexions existentielles en lien aussi avec la création de son nouvel album là, qui va sortir à la fin mars. Donc, le nouvel album là, qui s'appelle, Simon... je l'ai ici. Je pense que ça va s'appeler « I Need to Stay Here ». I Need to Stay Here, exactement. Ici. Merci, j'avais un blanc de mémoire. Donc, « I Need to Stay Here », ça fait référence à toutes les occasions dans notre vie où on pourrait décider de prendre nos affaires puis d'abandonner nos relations parce que ça va mal. Mais là, c'est l'idée de persévérer malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les mésententes, puis de voir comment on peut avancer avec tout ça. On va, pour s'abonner au magazine Le Verbe, il suffit d'aller sur la page leverbe.com. L'abonnement est toujours gratuit. Absolument. Merci, James. D'ailleurs, on se laisse cette semaine sur le nouveau single For the Living d'Elliott Maginot. C'est tiré de son futur album I Need to Stay Here, apparaître le 22 mars prochain. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, commenter, partager cette émission en allant sur les réseaux sociaux. Ça nous donne toujours un bon coup de main lorsque vous vous abonnez aux pages du Verbe Média. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Take it from this dream of female, everything I hold